Au Burkina, les partis pro-Compaoré ont annoncé mercredi avoir saisi le Conseil constitutionnel d'une initiative pour invalider le nouveau code électoral voté début avril pour leur interdire de prendre part aux élections. Au Soudan, les élections générales entamées ont été prolongées d'une journée. Prévues pour prendre fin mercredi, elles se poursuivront ce jeudi. L'enquête pour retrouver les auteurs de l'incendie de l'ambassade du Bénin au Gabon se poursuit. À la base, le décès de l'opposant gabonais André Mba Obami. Nouvelle édition du journal sur Sika. Merci à vous de nous rejoindre. Nous démarrons ce journal par le Burkina. Les partis pro-Compaoré ont annoncé mercredi avoir saisi le Conseil constitutionnel pour tenter d'invalider le nouveau code électoral voté début avril au Burkina Faso. Un code qui interdit aux partisans du président déchu Blaise Compaoré d'être candidats aux élections d'octobre. Cette loi, promulguée vendredi par le président Michel Kafando, fait référence à la tentative de révision de la Constitution de la fin octobre 2014 destinée à permettre à Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir et qui avait finalement causé sa chute à l'issue d'une insurrection populaire. Lundi, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina a appelé à ce que tous les courants politiques participent aux élections d'octobre qui doivent être coordonnées, consensuelles et inclusives. Au Soudan, les élections générales entamées lundi ont été prolongées d'une journée. Ces élections qui devraient donc prendre fin mercredi se poursuivront ce jeudi sur toute l'étendue du territoire soudanais. Une décision de la commission électorale soudanaise. Les détails. Pour la 4e journée consécutive, les électeurs soudanais sont attendus aux urnes ce jeudi pour élire leurs représentants dans les parlements régionaux, au Parlement national et à la présidence de la République. Le scrutin qui devrait prendre fin ce mercredi est en effet prolongé d'un jour sur décision de la Commission électorale nationale. La commission électorale a décidé d'étendre le vote à jeudi dans tous les districts et bureaux de vote du Soudan pour donner aux Soudanais la chance d'exercer leur droit de choisir leur président et leurs représentants dans les États législatifs et au Parlement. Dans l'état de Djazira, où 152 bureaux de vote n'ont ouvert leurs portes que ce mercredi, le vote se poursuivra jusqu'à vendredi. Le processus électoral suivra également son cours à Kordofan, où des bureaux de vote ont été attaqués lundi, entraînant leur fermeture. La roquette qui a frappé Kadougli et Diling n'a pas affecté le processus démocratique pour choisir un candidat dans l'État du Sud Kordofan. Notons que le président sortant Omar El-Béchir est assuré de remporter ce scrutin boycotté par la majorité de l'opposition. Les résultats définitifs sont attendus fin avril. En bref et en images, l'opposition guinéenne ne désarmait pas mercredi malgré la suspension de ses manifestations à Conakry après 48 heures d'affrontements meurtriers entre ses partisans et les forces de l'ordre. Elle a affirmé mercredi que le bilan des affrontements des 2 jours précédents à Conakry s'élevait à 3 morts et une cinquantaine de blessés, accusant le pouvoir d'accorder l'impunité aux gendarmes et policiers. Ce bilan particulièrement lourd s'explique par la violence de la répression de cette manifestation par les forces de police et de gendarmerie qui exécutent des opérations de maintien de l'ordre avec des armes de guerre. Réitérant son appel à ses militants et sympathisants à participer le 20 avril prochain à une nouvelle marche pacifique, l'opposition met en garde les forces de l'ordre invoquant l'article 6 de la Constitution qui prévoit que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Le Gabon à présent, l'enquête ouverte pour retrouver les auteurs de l'incendie de l'ambassade du Bénin suit son cours et donne des premiers résultats. Pendant ce temps, la famille politique de l'opposant André Mba Obami, qui s'est éteint dimanche des suites d'une longue maladie à Yaoundé au Cameroun, pense déjà à son remplacement. Reportage de Paul Avugundila depuis Libreville au Gabon.
Jean-Claude André Mbaobam est mort à l'âge de 58 ans à Yaoundé au Cameroun où il séjournait depuis près de 2 mois. Sa mort a suscité la colère de ses partisans à Libreville qui ont incendié des véhicules et des bâtiments dont celui de l'ambassade du Bénin. Ils accusent le pouvoir de lui avoir jeté un sort qui aurait causé son décès. Pourtant, le bulletin médical du défunt atteste qu'il était atteint d'une hernie discale post-latérale aggravée par une sciatique paralysante hyperalgique. Les rumeurs les plus folles avancent le nom d'Aniléa Meillé, la tonitruante et poignante militante de l'Union nationale, comme étant la présumée incitatrice de ces violences. En attendant que l'enquête confirme cette information, les leaders de l'Union nationale se battent déjà pour qui prendra la place du défunt secrétaire exécutif. Sans parti politique, les transfuges du Parti démocratique gabonais mené par Jean Ping frappent à la porte de l'Union nationale depuis des lustres. Au cours de la réunion préparatoire aux obsèques de l'opposant disparu, Casimir Oyemba et Jean Ping ont exigé que soit abordée la question de la succession de Feu Mbaobam pour choisir un nouveau secrétaire exécutif du parti. Jean Ping se voit bien dans ce rôle pour enfin trouver une tribune légale susceptible de lui permettre de s'opposer à son rival et beau-frère Ali Bongo Ondimba. Le président actuel du Gabon a d'ailleurs envoyé dans la foulée un message à ses adversaires politiques pour le moins gigantesque de sa grande forme politique à travers cette marche pour la paix et le soutien à sa politique qui aura mobilisé plus de 10 000 personnes dans les rues de Libreville. Beaucoup de magasins sont restés fermés dans le centre-ville de Johannesburg mercredi, alors que les immigrés craignaient des violences xénophobes, ceci après les récentes attaques contre les migrants à Durban. Sur place, beaucoup de Sud-Africains soutiennent cependant les étrangers, notamment pour leur contribution à l'économie. Des violences sporadiques ont éclaté mercredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elles l'étaient également à Durban, en proie depuis 2 semaines à une vague d'agressions et pillages xénophobes. Edouard Zuma, l'un des fils du président Jacob Zuma, a fait entendre un son de cloche différent. Tous ceux qui sont illégaux dans ce pays doivent partir. Le gouvernement doit cesser de fuir ce problème, a-t-il dit, relayant une opinion répandue dans le pays. Ils tuent des gens comme ça. On voit à la télé. Les enfants voient à la télé. Faire ça, vraiment à des Africains. Nous sommes pareils. Ils font ça, ce n'est pas bien. En Somalie, nous ne sommes pas en sécurité. Mais que puis-je faire? Quel choix avons-nous? Même ici, nous ne sommes pas en sécurité. Ils tuent, ils brûlent. Depuis le début de la crise, entre 1000 et 2000 personnes ont dû fuir sous les coups et menaces, ce qui leur tenait lieu de domicile. Parfois de simples murs de tôle dont le mobilier a ensuite été pillé. La situation est arrivée au point de nécessiter le déploiement de l'armée. Mais hélas, au lieu de nous protéger, la police protège ces types-là. Ils sont juste là, ils ne leur parlent pas. C'est nous qu'ils viennent voir. Ils nous disent où nous devons aller. Regardez, ma femme et mes enfants sont là et personne ne me protège. Je suis prêt à mourir maintenant. Parce que ces types, s'ils trouvent du pétrole et de quoi y mettre le feu, ils voudront brûler nos maisons. Et la police nous dit de rester chez nous pour qu'on y meure tous. Je ne sais pas quoi faire. Nous n'avons rien fait de mal. Ce cycle de violence replonge l'Afrique du Sud dans son passé sanglant de l'époque d'apartheid. La situation actuelle est suscitée par des propos des responsables politiques et des tribus. Barack Obama, le président des États-Unis, a exprimé mercredi ses condoléances aux présidents du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, réunis à la Maison-Blanche. Le président américain a promis d'accompagner les 3 pays les plus gravement frappés par le virus Ebola à la veille de l'ouverture des assemblées générales du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Barack Obama était entouré de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, de la Guinée, Alpha Condé, et de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, avant d'exprimer ses plus profondes condoléances aux familles des plus de 10 000 victimes de l'épidémie. Avant de commencer, il faut rappeler l'ampleur des pertes dans les 3 pays. Plus de 10 000 personnes sont mortes à cause d'Ebola, des hommes, des femmes, des enfants. Au nom du peuple américain, nous voulons exprimer nos condoléances aux familles et reconnaître l'ampleur de la tâche pour tous les pays touchés. Le président américain a souligné que le virus reculait, se félicitant que la semaine dernière, moins de 40 nouveaux cas aient été diagnostiqués en Guinée, en Sierra Leone et 0 au Libéria.
Nous ne pouvons pas relâcher la pression. Le virus est imprévisible. Nous devons rester vigilants et la communauté internationale doit rester impliquée en partenariat avec les 3 pays jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux cas d'Ebola dans ces 3 pays. Les dirigeants africains se trouvent cette semaine à Washington pour les assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui commenceront jeudi. L'épidémie apparue fin décembre 2013 dans le sud guinéen a frappé de plein fouet la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone où se comptait la grande majorité des victimes. Madame, Monsieur, voilà qui nous conduit à la revue de presse africaine pour découvrir la une des sites d'information et journaux parus ce jour. La revue de presse africaine avec Johannes Toanou. Bonjour Johannes. Bonjour Vera. Alors, la revue de ce jour, nous la démarrons par la Côte d'Ivoire où la Cour pénale internationale demande des comptes aux proches de Ouattara. Tout à fait. CPI, LG Info d'annoncer en titre CPI, Bensouda déclare la guerre à Soro et aux ex-rebelles. Les dessous du bras de fer avec le régime d'Abidjan. Le quotidien d'Abidjan, lui, affiche en manchette, après le porte-parole de la CPI, les vérités crues d'un conseiller de Bensouda à Alassane Ouattara. Le sursaut, lui, affiche toujours en manchette, présidentielle 2015, Alassane Ouattara choisit son équipe de campagne. La situation au sein du FPI intéresse le nouveau réveil qui lui affiche en titre « Dénouement de la crise au FPI, Gbagbo prêt à recevoir Pascal Afim-Guesson ». Alors Johannes, quand on parcourt également les unes des journaux, on se rend compte que la liberté de presse est muselée au Cameroun. Absolument, au Cameroun, quotidien Émergence, titre en manchette, la peur érigée en modèle de gouvernance. Le gouvernement donc pointé du doigt par les médias camerounais. Johannes, rendons-nous à présent au Sénégal où le Conseil des ministres a débloqué une aide à la ville Kaffrine. Bien sûr, Dakar Actu de titrer en manchette 207 milliards pour Kaffrine. L'essentiel de cette somme sera consacré aux infrastructures. Sénéweb.com, lui, s'intéresse à la crise au sein de Sénégal Airlines. Les salaires payés avant la fin du mois de mai. Au Bénin, la décision rendue par la Cour constitutionnelle continue d'alimenter les médias, n'est-ce pas? Bien sûr, et la Nouvelle Tribune de titrer décision DCC 15-092 sur les cartes d'électeurs. L'ANG dénonce un nouveau chaos en préparation. Le Matin, lui, affiche toujours par rapport à cette décision DCC 15-092 relative à la poursuite des opérations de la LEPI par le CNT. La Cour de Wolo n'a rien inventé. L'actualité pour finir, législative du 26 avril 2015, le Conseil national de traitement a reçu les fonds demandés par la Cour. Et ce sera tout pour la revue de ce jour. Johannes, merci d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir. Madame, Monsieur, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.